Ce décor, il fut somptueux et funéraire, ainsi qu'il convenait à une telle agonie. Il fut splendide et triste, paradoxal un peu, et entoura de tonalités justes le dernier acte lointain d'une vie vagabonde qui s'en éclaire et s'en commente. Mais par reflet, la personnalité forte de Gauguin illumine à son tour le cadre choisi, le séjour ultimement élu, le remplit, l'anime, le déborde, si bien qu'on peut comprendre dans une même vision d'œuvre scientifique, lui, premier rôle, ses comparses indigènes, le milieu décoratif. Gauguin fut un monstre, c'est-à-dire qu'on ne peut le faire entrer dans aucune des catégories morales, intellectuelles ou sociales qui suffisent à définir la plupart des individualités. Pour la foule, juger c'est étiqueter. On peut être honorable négociant, magistrat intègre, peintre de talent, pauvre et honnête, jeune fille bien élevée. On peut être artiste, voire grand artiste, mais c'est déjà moins permis, et il est impardonnable d'être autre chose que tout cela, car il manquerait pour être classé le cliché requis. Gauguin fut donc un monstre, et il le fut complètement, impérieusement. Certains êtres ne sont exceptionnels que dans un sens, vers un axe autour duquel tourbillonne, semble-t-il, l'ensemble de leurs forces vives, et, pour le reste, la vie courante, économie domestique, visite de politesse, sentiment du devoir, ils peuvent être bourgeois, normaux. C'est affaire de tempérament, de tenue physique. Tel écrivain splendide et forcené peut avoir l'habit de chair d'un maigre sacristain. Le génie n'exclut point un extérieur honorable, décent, une vie de négoce ou de ponctualité. Et Gauguin, encore, ne fut point tout cela. Mais il apparut dans ces dernières années comme un être ambigu et douloureux, plein de cœur et ingrat, serviable aux faibles, même à leur rencontre. Superbe, pourtant susceptible comme un enfant au jugement des hommes et à leur pénalité, primitif et fruste, il fut divers et, dans tout, excessif. De l'artiste à sa demeure, celle-ci n'étant qu'un geste de scène de celui-là, geste sobre et, dans la formidable décoration naturelle, touche harmonique et mesurée. Ce toit, brun et roux de feuillage lassé, tombant en deux longs versants sur la paroi jaune, nattée et végétale aussi, ne heurte aucun détail alentour, se rattache au sol herbeux par une forte charpente brute, jaillit sans apprêt des ressources du pays. En face de l'escalier bref qui monte au parquet surhaussé, une petite maisonnette naïve abrite une maquette de glaise desséchée, effritée à la pluie. Il convient de s'arrêter, car c'est une effigie divine, et les rites anciens suggèrent la prière de l'étranger. J'arrive en ce lieu où la terre est inconnue sous mes pieds. J'arrive en ce lieu où le ciel est nouveau par-dessus ma tête. J'arrive en cette terre qui sera ma demeure. Ô esprit de la terre, l'étranger t'offre son cœur en aliment pour toi. Et c'est bien une figuration de la toi indéfinie des jours passés, mais issue des rêveries exégétiques de l'artiste, elle est étrangement composite. L'attitude est bouddhique, mais les lèvres musculeuses, les yeux saillants tout proches, non bridés, le nez droit à peine élargi aux narines, sont des traits indigènes. C'est un Bouddha qui serait né au pays maori. Gauguin se plut ainsi à revêtir de poses hiératiques diverses les héros des mythes polynésiens. Il ne pouvait en cela relever que de lui-même, car ces peuples dédaignèrent de figurer leurs dieux. Il n'ignorait point l'art de façonner le bois ou de tailler à même dans la lave et le grès rouge des statues colossales, mais ils n'en firent que des symboles, des tabernacles ou des images de tombeaux. Les tikis marquisiens, sans culte rendu, présidaient surtout aux limites des terres et simulaient au plus d'infirmes déités. Les missionnaires seuls furent païens qui crurent à l'anthropomorphisme des indigènes et les dissuadèrent d'adorer les dieux de bois. Tangaroa créateur comme Yahvé n'avait point eu d'idole, mais une arche, un tabernacle. Sous la statuette, un titre et des strophes de la main de Gauguin. T'es à toi. Les dieux sont morts, et Atoana meurt de leur mort. Le soleil autrefois qui l'enflammait l'endort. D'un sommeil triste, avec de brefs réveils de rêve. L'arbre alors du regret point dans les yeux de l'Ève, qui pensive, sourit en regardant son sein, or stérile scellé par les divins desseins. Voici la maison, une minime chambre ouvrant sur l'atelier dont tout le pignon bé à la lumière. Mais le portrait ornementé retient. Il s'entoure de scènes frustes et précises, expliquées de légendes et frottées de couleurs mortes. En tête, la maison du jouir. À gauche et à droite, deux panneaux où processent des figures d'ambre aux lèvres de chair bleutée, en des poses convulsées ou lentes, et qui enseignent en lettres d'or. Soyez amoureuse et vous serez heureuse. Soyez mystérieuse et vous serez heureuse. Puis, deux silhouettes femelles nues, aux lignes grossières comme œuvres de préhistorique,
Enfin, 2 toiles plaquées sur la paroi même. Dans l'une chemine sur fond vif d'indigo, une troupe d'indigènes aux gestes traînants, foulant un sol d'ocre brune presque rouge. Un porteur de féis soulève sur la nuque le bâton transversal où pendent les plantureux régimes roux, et des filles au torse cuivré, avec des reflets d'olive, serrées en des étoffes jaunes et vertes, s'attardent dans des poses familières. La seconde indiffère. Dans l'atelier où vague un pêle-mêle d'armes indigènes, s'essouffle un vieux petit orgue, puis une harpe, des meubles disparates, de rares tableaux, car le maître venait de faire un dernier envoi. Il s'était pourtant réservé une ancienne œuvre très poussée, un portrait de lui-même, portrait douloureux où, sur un lointain de calvaire deviné, se dresse le torse puissant, l'encolure est forte, la lèvre abaissée, les paupières alourdies. Une date, 1896, et une même épigraphe, près du Golgotha. Un autre portrait de facture différente, non daté ni signé, semble plus actuel et précise, dans un geste tout oblique, la forte encolure encore, et le nez impérieux. Très en valeur dans l'atelier, l'œuvre la plus intéressante, 3 femmes au repos dont l'une accroupie. Celle de gauche qui porte, du geste habituel aux indigènes, un fruit de mailloré est aperçu de dos et se retourne à demi, hanchée sur la jambe droite. La seconde, jambe repliée sous elle, donne le sein à un enfant. Toutes deux, simplement et largement traitées, sont d'une rigoureuse expression tahitienne. La troisième s'en écarte, évoque les attitudes chères à Puvis. Tout cela sur un fond biparti de ciel et de sol, sol vert sombre, ciel vert clair et lumineux, ciel accalmisé du soir, harmonieux aux poses des 3 figures lentes. Et, dans un dernier paradoxe, l'œuvre des derniers moments, reprise en ces pays de lumière, c'était une glaciale vision d'hiver breton, reflet de neige fondant sur les chaumes, sous un ciel très bas strié d'arbres maigres, qui reçut les derniers coups de pinceau de l'agonisant. Gauguin n'est pas mort lépreux, et qu'importe de cataloguer ses diathèses, car elles ne furent point seules en cause, et s'empirèrent des luttes ultimes, de la défaite. Luttes puériles où s'épuisaient, en contestes infimes, de splendides lutteurs, et défaites judiciaires dont le pur artiste s'affligeait étrangement ainsi que d'une déchéance. Comme si la justice des hommes pouvait éclabousser ceux-là que le génie surhausse en un fort clos et imperceptible hors la loi. Autour de Gauguin s'agitaient mollement ses comparses indigènes, les pâles marquisiens élancés au visage barré de stries bleuâtres qui reculent les yeux, démesurent la bouche, à la peau claire habillée de signes incrustés de tatous, dont chaque ornement jadis signifiait un exploit. Gauguin coryphée entonnait une complainte et récriminait, et les choristes dociles achevaient l'antistrophe. Beaucoup le suivaient sans comprendre, de ces enfants géants dont la langue, pour exprimer nos mœurs, a dû se charger de radicaux sémites ou latins, restés pour eux lettres mortes. D'autres l'excitaient par de faux avis, et d'autres encore lui furent, parmi ces indigènes, fidèles et bons, vraiment. Il serait d'autre part oiseux et ridicule un peu de parler d'immoralisme en un milieu où le mot pudeur est représenté par un néologisme anglais, où ce mot et le sentiment désigné n'ont que peu de rapport avec la sexualité, où la virginité est un mythe exprimé par un nom grec, la fidélité sexuelle un non-sens, l'amour désintéressé une énorme invraisemblance et la femme un exquis animal. Mais, il est vrai, un animal civilisé, puisqu'elle entremêle ses ébats amoureux du chant des cantiques, coupés de l'énumération avec les sous-préfectures de nos départements français. Ce qu'ils donnèrent d'eux-mêmes à Gauguin, ces êtres enfants, des formes splendides, qu'il osa déformer, des motifs aussi, à faire sonner à travers les vibrations bleues humides de l'atmosphère, de chaudes notes ambrées, les chairs onctueuses aux reflets miroitants sur lesquels pulvérulent, au grand soleil, des parcelles dorées, des attitudes enfin dans lesquelles il schématisa la physiologie maori, qui contient peut-être toute leur philosophie. Il ne chercha point derrière la belle enveloppe d'improbables états d'âme kanak. Peignant les indigènes, il sut être animalier. Et voici enfin la mise en scène, de nos jours en l'île d'Ivawa, au district d'Atuana. Toile de fond panoramique, la grande tombée verticale sur une vallée savoureuse de la muraille géante, striée de grêles cascades métalliques et écrêtée d'une barre horizontale de nuages stagnants, perpétuels, qui nivellent le dentelé des sommets. Ces crêtes tourmentées dénomment les îles, grandes crêtes, crêtes sur la falaise, crêtes sur le rocher. Leurs parois s'incrustèrent de cadavres que, pour les honorer, les indigènes allaient tapir par d'invraisemblables routes, en des cachettes presque aériennes. Les portants de la Seine, ce sont les contreforts qui de droite et de gauche cernent jusqu'au rivage chaque vallée, que la mer vient barrer encore d'une crête déferlante, car ici, pas de récif protecteur,
cet apaisant récif des plages océaniennes mortes. Ici, la mer vit, et bat, et ronge. La houle entre dans la baie, roule sur la plage blonde ou brune, suivant les jets de lave éructés jadis par les cratères éteints. Et dans ces barrières strictes, un fouillis de niasses vertes, de palmes ocreuses frissonnant au vent, de colonnades arborescentes hissant vers la lumière les efflorescences pressées. De l'eau bruit partout, crève sur la montagne, détrempe le sol, serpente en rivière au lit de Galéron. Tout vit, tout surgit, dans la tiédeur parfumée des étés à peine nuancés de sécheresse, tout, hormis la race des hommes. Car ils agonisent, ils meurent, les pâles marquisiens élancés. Sans regret, sans plainte ni récrit, ils s'acheminent vers l'épuisement prochain. Et là encore, à quoi servirait de pompeux diagnostics? L'opium les a émaciés, les terribles jus fermentés les ont corrodés d'ivresse neuve, la phtisie creuse leur poitrine, la syphilis les tarde d'infécondité. Mais qu'est-ce que tout cela sinon les modes diverses de cet autre fléau, le contact des civilisés? Dans 20 ans, ils auront cessé d'être sauvages, ils auront en même temps, à jamais, cessé d'être. Voici donc que ces vallées somptueuses apparaissent à leur chemin funéraire, pénétrant vers le cœur stérile des îles, bordées de maisons de bois affaissées sur leurs terrasses de pierres éboulées aussi, semées de paés sacrés où, dans l'enceinte de basalte roulée s'immolaient les victimes, elles ont vu mourir les dieux autochtones, puis les hommes. Gauguin y mourut donc aussi, dans une claire matinée de la saison fraîche. Le fidèle Tioca, son ami indigène, le couronna de fleurs odorantes, l'enduisit selon l'usage, de monoï onctueux, puis déclara tristement « Maintenant, il n'y a plus d'hommes. »